Comme chaque mois, Les Préservatifs de la Pensée est une chronique qui vous propose de partir des faits d'actualité pour les éclairer à la lumière des grands philosophes. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur le succès, depuis juillet 2024, du Comte de Monte Cristo qui a réuni 9 millions de spectateurs. L'opus, avec l'acteur Pierre Ninet, a été en partie tourné au château de la Vérune, près de Montpellier, et dans les rues de Pézenas en octobre 2023. Mais derrière ces moments magiques se cacha une autre réalité un peu plus sombre. Les figurants en costume d'époque furent invités à se faire scanner afin que leur image soit utilisée pour les scènes de foule. L'IA multiplie ainsi facilement les personnages, permettant aux sociétés de production de nettes économies, donc d'augmenter leurs bénéfices. Les figurants au cinéma vont devenir quantité négligeable et seules les têtes d'affiche garderont des rôles bien rémunérés. De plus en plus, ces acteurs principaux joueront avec des fonds verts et le reste ne sera qu'animation en post-production, sauf si les syndicats peuvent établir un rapport de force avec les financiers pour la défense du métier. Nous avons là un nouvel exemple de ce qui caractérise l'économie capitaliste. L'exploitation par quelques-uns du plus grand nombre afin de gagner toujours plus d'argent. Cela se fait dans un double mouvement. La production capitaliste ne peut fonctionner que si elle offre un service de qualité à ses clients qui bénéficient du système. Et, dans le même temps, elle aliène toujours plus ses travailleurs, c'est-à-dire que non seulement elle les exploite, mais elle modifie le rapport même au travail. L'aliénation du travailleur, qu'est-ce que c'est ? Pour bien comprendre, il faut revenir à l'analyse qu'en faisait Karl Marx en 1867 dans son célèbre livre « Le Capital ». Il faut rappeler que pour Marx, le travail est une des activités les plus nobles qui soient pour l'être humain. C'est ce qui nous permet de lutter contre la nature et de la transformer pour qu'elle réponde à nos besoins. Mais c'est aussi un formidable facteur de reconnaissance de soi-même. Le travail libère et devrait rendre heureux l'être humain. Dès 1844, Marx expliquait que toute l'histoire de l'humanité peut se comprendre comme la production de l'homme par le travail humain. Son importance est donc centrale. Mais le travail spécifiquement en usine, lui, rend malheureux et humilie les individus réduits à l'état de marchandises, offrant leur force de travail à un patron, c'est-à-dire leur capacité à travailler pendant un temps donné contre un salaire qui n'a rien à voir avec leur qualité de travailleur. Si l'offre d'embauche est importante et le travailleur rare, il sera payé très cher. Si à l'inverse nous sommes dans une période de disette et de chômage élevé, le même ouvrier sera payé très peu. Et ce qui rend la relation salaire si floue et si élastique, c'est que le travail est facilité par la machine. Marx l'identifie comme un des malheurs du travailleur. Avec l'apparition de la machine-outil, l'homme devient l'élément le plus fragile et le plus facilement remplaçable du système de production. La machine n'est jamais malade, ne fait jamais grève, et l'ouvrier devient un élément interchangeable, dont le salaire n'est pas fixé par la qualité ou la difficulté du travail, mais par les lois du marché. Le seul moyen de pouvoir réguler ce rapport de force et ce système d'oppression, c'est, selon Marx, la lutte syndicale et la grève. Il faut que les ouvriers s'organisent de manière à imposer au patron une rémunération décente. Nous avons là un nouvel exemple de ce qui caractérise l'économie capitaliste. L'exploitation par quelques-uns du plus grand nombre afin de gagner toujours plus d'argent. Cela se fait dans un double mouvement. La production capitaliste ne peut fonctionner que si elle innove sans cesse pour accroître sa compétitivité. Et dans le même temps, elle aliène toujours plus ses travailleurs, c'est-à-dire que non seulement elle les exploite, mais elle modifie le rapport même au travail. Mais que diraient donc les marxistes du numérique et de l'intelligence artificielle ? Est-ce une nouvelle forme d'exploitation avec une augmentation exponentielle des bénéfices financiers, au détriment du travail du comédien qui joue des petits rôles de figuration ? Est-ce que nous allons assister à une nouvelle forme d'aliénation, le comédien devant accepter des contrats de plus en plus précaires avant de disparaître définitivement ? Faut-il réagir ? Est-ce que cela a encore du sens ? Et que peut-on espérer de la mise en place d'un rapport de force basé sur la grève ? Faut-il que les figurants aillent jusqu'à détruire le numérique pour protéger leurs emplois, un peu comme les artisans, appelés les Luddites, qui, dans les années 1810 en Angleterre, voulaient détruire les machines à tisser des usines qui leur volaient leur travail. Au final, nous nous retrouvons à un moment historique, celui d'un basculement. Mais nous sommes encore sur la ligne de crête, et nous ne savons pas de quel côté le monde du cinéma va sauter. Pour répondre à ces questions, il faut commencer par comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle.
Il y a deux types d'IA, les générales et les génératives. Les générales sont des IA vouées à des tâches précises, calculer un itinéraire grâce au GPS, jouer aux jeux de Go ou aux échecs. Les génératives créent un contenu à partir d'un grand nombre de données fournies par des êtres humains. C'est une idée fausse de croire qu'ils produisent seuls ces contenus. Créer pour l'IA, cela consiste surtout à combiner des milliards d'informations données par des informaticiens partout dans le monde. L'exemple le plus célèbre, ChatGPT, est ainsi entraîné par des êtres humains à ne pas fournir de réponses sexistes. Et déjà, nous avons un premier signe d'exploitation. Les logiciels sont des propriétés de grandes entreprises du numérique, occidentales, américaines ou chinoises. Mais elles emploient des petites mains vénézuéliennes, indonésiennes ou kenyanes pour alimenter leur IA et analyser, par exemple, des cartes ou des photos afin de transformer les obstacles pour des voitures autonomes en données informatiques pour leurs algorithmes. Lorsque l'IA générative produit du contenu, ce n'est rien d'autre qu'un mélange de données qui existait auparavant, mélange avec des paramètres décidés certes par l'utilisateur, mais aussi un algorithme performant qui combine l'ensemble. Mais à qui appartient ce qui est produit? Au logiciel lui-même? Impossible. Ce n'est pas une personne réelle ou morale. À l'entreprise qui gère l'IA? Meta, en juin 2024, a déclaré que les données des personnes inscrites sur Facebook et Instagram pouvaient être utilisées par l'IA en l'absence de refus explicite. Il fallait pour cela remplir un formulaire très compliqué à retrouver dans les paramètres. Un collectif d'artistes s'y est opposé et Meta a dû faire marche arrière. C'est le rapport de force et le progrès juridique qui va permettre de définir ce qui sera ou non possible. Le New York Times a porté plainte contre OpenAI en septembre 2023. En mai 2024, Scarlett Johansson a accusé la même entreprise d'avoir volé sa voix et l'Union européenne s'est dotée d'un règlement précis, l'Artificial Intelligence Act. Donc, un mouvement est en marche. Mais il ne faut pas être naïf. Si les grands organismes et les artistes les plus riches, les plus en vue, sauront toujours se défendre à l'aide de leurs avocats, ce ne sera pas le cas des petits, ceux qui vivent dignement de leur art et qui vont voir leurs conditions de travail se modifier. L'enjeu est celui de la propriété de son image et de ses œuvres, car l'IA deviendra de plus en plus puissante. Les comédiens vont peu à peu être remplacés ou marginalisés. Nous sommes donc en pleine transition vers un autre mode de production. Qu'est-ce que cela donnera? Il est en fait impossible de le prédire. Il n'y a pas de philosophe pour avoir réfléchi au cours des derniers 2600 ans sur le droit de chacun à posséder son image réduite en données numériques. Les réponses juridiques se portent sur plusieurs domaines. Le respect de la propriété intellectuelle de l'œuvre des esprits. Le risque de discrimination avec des algorithmes favorisant tel ou tel groupe genré, telle ou telle couleur de peau. Et, last but not the least, la prévention face aux vulnérabilités des personnes qui conversent avec l'IA générative, par exemple un enfant qui se verrait confronté à de la pornographie ou à des propos racistes. Mais il n'y a rien sur la transformation des métiers liée de manière sans doute irréversible au développement des IA, sauf en termes de projection économique. Il n'y a pas de réflexion ontologique sur notre rapport à l'IA. Peut-être faut-il citer Heidegger dans Être et temps, écrit en 1927, sur la question du souci. Il disait « L'être préoccupé par quelque chose donne à voir ce quelque chose comme ce dont le souci se préoccupe spécifiquement. » Ce qui veut dire que l'émergence de l'IA générative nous donne à penser une réalité si nouvelle que notre souci ne doit pas reprendre les modèles antérieurs pour comprendre les vrais enjeux. Il faut y réfléchir spécifiquement. Mais le souci, ce n'est pas uniquement une réponse face à un problème qui modifierait rien à notre vie, à notre être profond, bien au contraire. L'émergence de l'IA bouleverse profondément notre relation à l'existence. Et si nous avons l'avantage de lire des romans de science-fiction qui décrivent très bien ce que pourrait être le futur de ces IA, souvent sous forme de dystopie, il n'y a pas encore eu de grands penseurs pour y réfléchir avec sérieux. Je remercie RPH Sud et Radio Pays d'Hérault d'avoir permis la réalisation de cette chronique, tout particulièrement Solène pour la prise de son et la technique, ainsi que Samuel pour l'aide au montage. Vous pouvez retrouver ces chroniques publiées aux éditions BOD sous le titre Chroniques par Mont et par Vaux.